Nos ancêtres. On a des idées, on a des hypothèses. Mais que s'est-il passé depuis l'homme préhistorique qui cueillait des plantes dans les prairies, dans les forêts? Et puis après, lorsqu'il est devenu agriculteur, pourquoi a-t-il choisi certaines plantes et pas d'autres? Comment les a-t-il améliorées? Et comment arrive-t-on à la diversité actuelle? Sur les habitudes culinaires, on a des témoignages de préparation, c'est-à-dire que sur les parois et au fond de vases, on a des restes, on appelle des caramels alimentaires, qui ont donc persisté, attachés aux parois, et à partir de ces témoignages, on peut avoir une idée de la façon dont les mets étaient préparés, donc on pouvait savoir comment les recettes du moins pouvaient exister. Et alors c'est le genre de recettes qu'on peut tester dans le cadre des repas tels que celui auquel on va participer, qui permet non seulement de visualiser, mais aussi de goûter la cuisine des périodes très anciennes. À Limeuil, en Dordogne, il est possible de voyager dans le temps, en mangeant. Le menu d'aujourd'hui va permettre à un groupe d'archéologues de faire un bond de plusieurs milliers d'années. Les matières premières de chaque recette seront fournies par le jardin-musée, créé et cultivé par Véronique et Michel Guignard. Passionnés de botanique, d'archéologie et de cuisine, ils sont les maîtres d'œuvre de ce voyage insolite. Si on se met dans le contexte du paléolithique, c'est très simple la cuisine. Bien sûr, on a le feu en France depuis 400 000 ans. Les feux les plus anciens se retrouvent à Nice. On a le feu il y a 400 000 ans, mais pas la poterie. Comme c'est difficile de cuisiner si on n'a pas vraiment un récipient, on peut supposer vraiment que pour la cueillette, une grande partie des aliments, surtout les feuilles, les fleurs, étaient consommées telles quelles. Alors voilà, on va tout simplement, on broute. Les enfants sont en train de se gaver de baies. Alors c'est bien sûr un aliment, donc ce sont les senelles de l'aubépine. Là c'est une baie très farineuse, très nourrissante, très riche. Et la prunelle du prunelier, donc très riche en vitamine C bien sûr. Si on se remet dans un contexte de la préhistoire, ce qu'on retrouve dans les fouilles, ce sont des galets, donc on en retrouve pour le paléolithique, oui. Alors des galets qui sont rougis, donc qui sont allés dans le feu. Une partie de ces galets sont éclatés, donc ils ont subi un choc thermique. Alors à partir de cela, on ne retrouve aucun récipient qui permet d'avoir cuit quelque chose avec ces galets. Bien sûr, si on place de l'eau dans une outre, ces galets peuvent avoir servi à faire chauffer l'eau. Nous on a fait des essais pour faire bouillir 3 litres d'eau, il faut 11 minutes et 7 galets. Et bien sûr, on peut supposer qu'on peut avoir fait cuire, par exemple, de la bouillie avec des graminées ou un potage avec des feuilles, mais on n'en a aucune preuve pour le paléolithique parce que c'est trop ancien. Une fois que ça bout, après, ça... Ah ouais, c'est bon. La température. S'il y a du sable au fond, c'est égalé. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, on en fait une tournée. C'est quoi la vertu de la peau? Le passage à l'agriculture, c'est plus un changement de civilisation, une évolution importante dans les sociétés, plutôt qu'un progrès technique. Peut-être le fait de devenir sédentaire, d'être moins mobile, va pousser les populations à pratiquer l'agriculture pour se nourrir. Plutôt que d'aller chercher des plantes, d'aller cueillir des plantes sauvages au loin, bon, ils vont les entretenir autour de chez eux. Là, c'est une lame de silex qui permet de faire des récoltes, de gratter les racines. C'est souvent des outils de femmes. On a au néolithique les femmes qui sont enterrées souvent avec les couteaux à moissonner et les hommes qui sont enterrés avec les outils relatifs à la chasse. C'est une lame qui est micro-denticulée avec des petites dents comme cela. On peut même scier du bois avec.
C'est un outil très pratique. Véronique et Michel Guignard cultivent chaque jardin avec les outils de l'époque et de manière systématique. Ils constituent ainsi, pour les archéologues, une banque de données expérimentale. C'est-à-dire qu'un outil comme ça, il va avoir des traces d'usure. Ces traces d'usure vont être observées au microscope électronique, vont être décrites, et il va y avoir ainsi une référence. Et quand dans un site archéologique dont on n'est pas sûr qu'il y ait eu le début de l'agriculture, on trouve le même site de traces, on peut dire à coup sûr, ah ben oui, la référence me permet de dire que cet outil a servi à travailler le sol ou, dans le cas des couteaux, à couper des céréales. On retrouve d'ailleurs dans l'outillage une évolution qui est très peu marquée. Hein. Une branchée pointée qui servait à récolter des racines, peut-être également à se défendre, va servir d'outillage pour le travail du sol, pour la préparation du sol et l'entretien des cultures. Hein. L'agriculture apparaît à la suite de l'arrivée de nouvelles populations du Proche-Orient et en même temps que l'introduction de nouvelles plantes. Ces nouvelles plantes qui sont des céréales, des légumineuses, hein, qui sont donc ici dans cette partie. On a essayé de voir si rien que le fait de semer des graines, de les éclaircir, de les cercler, enfin les travailler au bâton, de les mettre dans un milieu donc, où on les favorise, va apporter quelque chose au niveau de la plante. Donc on constate quand même qu'on a des plantes qui sont moins amères, moins filandreuses, qu'on a plus de rendement pour la plupart. Est-ce qu'il y a des modifications de taille au niveau des graines, par exemple? Ah non. Non, non, les graines sont les mêmes. D'un point de vue génétique, il n'y a pas de différence. Et au niveau du pollen, il n'y en a pas non plus. On pense qu'il y a vers 3600, donc en plein néolithique moyen pour la France, on a des témoignages donc d'apport d'épandage de fumure. Mais ici, il n'y en a pas. Alors, si, le seul enrichissement du sol, c'est l'herbe qu'on arrache, on la voit, qui se décompose sur place. En fait, on voit que c'est digéré, mais bon, il y a un mois, c'était couvert de paillis. Hein. Plus de 1000 plantes sont cultivées dans ces jardins. Les archéologues prélèvent ici graines et pollen pour compléter leur collection de références. En les comparant à se retrouver dans les fouilles archéologiques, ils aident à reconstituer les paysages végétaux du passé. Je ne vais quand même pas les dénier, c'est une magnifique salade. Vous voyez, la couleur mauve doit son nom à cette plante. Oui, des senelles. Les senelles de l'aubépine. Les pétales sont noirs aussi. J'ai toutes les fleurs comme ça. Alors il y a de la mauve, il y a de la vipérine, c'est qui est bleue, la mauve c'est qui est mauve, et il y a des campanules, c'est celles qui sont en forme de cloche. Super. C'est néolithique, hein, c'est un peu... Ça c'est bon. Là on a des restes pratiquement archéologiques de ce qui pouvait être consommé à l'époque. Malheureusement on n'a pas autant de précision, on a des travaux sur le pain, sur les préparations alimentaires, mais on n'a pas retrouvé de petites choses aussi appétissantes que celle-là. On espère que l'avenir nous réservera des bonnes surprises. Ah. Moi j'égrène les épis. Alors, dans ce cas précis, c'est du blé tendre, du blé commun. Et donc, par simple frottement, on a le grain nu. Allez, hop. Oui, on a fait beaucoup d'essais. Nous, on part de l'outil, donc on sait que l'outil existait, qu'il était comme cela. Et à partir de l'outil, on arrive à retrouver le geste. On peut appeler ça farine, c'est un peu grossier hein, comme farine ce qu'on obtient. Ça ressemble un peu au flocon de céréales plutôt. Pour faire 1 kilo de farine, il faut 2 heures de travail de moule.
avec l'âge du fer, on a vraiment une évolution au niveau de l'outillage. On a de nombreux outils qui sont inventés par les Gaulois, dont beaucoup sont encore en usage actuellement. Donc ils vont permettre de cultiver des espaces plus grands, d'être plus efficaces et de pouvoir diversifier les plantations. Alors on a des jardins qui prennent un aspect plus méditerranéen, qui prennent aussi un aspect assez structuré, surtout avec la romanisation plus tard. On va avoir donc des terrasses, on va avoir des allées assez droites. Ce qui est intéressant en archéologie, c'est de bien discerner quelle était l'action de l'homme sur le paysage naturel, l'introduction ou le développement des plantes cultivées et la manière dont il a agi sur le milieu végétal. On va jusqu'au bout, quoi. On va jusqu'à la sélection des semences, en passant par tous les gestes de l'agriculture, et on va jusqu'à la cuisine, à goûter nous-mêmes, et après à faire goûter aux autres nos préparations. À partir de la période gallo-romaine, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des recettes de cuisine détaillées, et là, donc, on peut avoir une idée réelle des goûts d'autrefois. Du premier livre de cuisine connu, écrit par le Romain Marcus Gaius Apicius, Véronique et Michel Guignard ont extrait une recette de l'époque gallo-romaine, le canard au rave. Particularité de ce mets rare, l'emploi des épices et des aromates introduites par les peuples du pourtour méditerranéen. Super, c'est comme il faut que ce soit. Continuez à mélanger, hein. Continuez à mélanger. C'est un peu rustique. Hein. Mets ton doigt dedans, tant pis, ça fait rien. Wow, c'est bon. On va essayer de suivre les indications d'Apicius. Hein. Il faut servir le vin. On aura tout là. Là, ça fait qu'il a rapproché un peu. Les blettes. Non, les cardons. C'est l'ancêtre de l'artichaut. C'est le goût d'artichaut. Le chou noir de Toscane aussi, là il y a ce qui est vers ces choux noirs de Toscane. Et des petites fèves, des fèves-rolles, qui sont encore consommées par les Arabes. Ces fèves-rolles, hein. Beaucoup plus petites que la fève. Il y a du céleri. Il y a des fèves-rolles, des cardons. C'est bon.